Voilà, l'enregistrement a démarré. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents pour cette formation organisée par l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques sur le thème du droit à l'information des citoyens. Cette formation est animée par Maître Leplat, avocat au barreau de Pau, à qui je vais laisser la parole. Merci beaucoup pour votre invitation et puis pour l'organisation de ce webinaire. Alors, juste un tout petit bonjour à toutes et à tous en préambule. Donc, sur ce droit à l'information, j'ai envie de dire des citoyens qui comporte deux volets. Le volet information au sens que les citoyens peuvent assister aux délibérations du conseil municipal, aux séances du conseil municipal pour être plus précis, et également sous le droit à communication des documents, qui sont les deux volets. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, si bien entendu vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, les objectifs aujourd'hui, c'est un petit peu d'apprendre généralement le régime général de l'accès aux documents administratifs, aussi comprendre le régime applicable dans la transmission des documents, reconnaître l'information aussi qui peuvent être transmises sur le volet communication des documents et également assister aux séances du conseil municipal. Donc, deux parties du programme aujourd'hui. Première partie sur les principes applicables, le droit d'assister au conseil municipal et la communication du document administratif, avec des cas pratiques et des exemples concrets et réels qui sont étayés notamment en jurisprudence. Et puis la deuxième partie où nous aurons le temps d'échange à vos questions-réponses. Je crois que si vous avez des questions, vous pouvez les poser en même temps, y compris sur la première partie sur le chat, bien entendu, où je pourrai y répondre. N'hésitez surtout pas à me questionner là-dessus. Alors, tout d'abord, sur la publicité des séances du conseil municipal. C'est un sujet qui est particulièrement sensible parce que il y a de l'oralité, il y a de l'opposition, il y a des personnes qui souhaitent assister et qui ne sont pas forcément en accord, les administrés, avec les choix économiques, politiques au sein des élus. Et donc, ça peut vous mettre en difficulté, bien entendu, à ce titre, lors de ces séances. Alors, quel est le principe applicable? Je le rappelle quand même sur la publicité. C'est que les séances des conseils municipaux sont publiques. Vous ne pouvez pas, et par principe, je dirais, le principe, c'est que vous ne pouvez pas interdire l'accès, mais on verra que c'est un principe, puisque à la demande de 3 membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, alors il n'y a pas un débat là-dessus, de prononcer un huis clos, c'est-à-dire que la séance se déroulera sans public. Mais c'est une exception, bien entendu. Et j'y ajoute aussi, il ne faut pas confondre le huis clos, c'est-à-dire le fait que le conseil décide d'écarter le public. Alors, on va voir quelles sont les conditions du pouvoir de police dont dispose le maire pour assurer la police de la séance quand le public est présent. Ce sont deux aspects différents. Le huis clos, c'est vraiment l'exclusion totale du public, et le pouvoir de police qui peut être l'exclusion, par exemple, d'une personne en particulier. Le principe, je viens de le dire, les séances des conseils municipaux sont publiques et l'exception, c'est le huis clos. Bien entendu, je le dis immédiatement, si toutes les séances du conseil municipal sont à huis clos, on ne peut pas le généraliser, c'est une exception dont il faut justifier et on va en parler un petit peu plus après. Alors, qui peut y assister dans son principe? Donc les citoyens, la presse aussi peut venir assister au conseil municipal. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas uniquement que les administrés qui habitent sur le territoire de la commune qui peuvent y participer. La presse peut aussi également le faire. Parfois, vous pouvez même, s'il arrive, les convier. La presse peut parfois être conviée, ça arrive, pour assister lorsqu'il y a besoin éventuellement de faire une communication particulière. Alors, aussi, le juge administratif est quand même très pragmatique
en ce sens que peuvent y assister dans la limite des places disponibles, comme on le dit, et la formule consacrée, parce que les locaux de l'administration ne sont pas extensibles. Et si jamais vous pouvez refuser, c'est à quelqu'un de rentrer si eh bien, cette séance a un succès formidable et qu'il n'y a plus de place disponible. Bien entendu, vous ne pouvez pas choisir qui assiste ou qui n'assiste pas aux séances du conseil municipal. Si par exemple vous savez que un administré est opposant, ça ne suffit pas à dire mais vous pouvez l'exclure. Non, vous n'avez absolument pas la possibilité d'interdire l'accès à la salle des débats lorsque des places sont encore disponibles et en fonction aussi des convictions des uns et des autres. Ça, c'est le principe. Cela dit, il y a un pouvoir de police de la séance ou de l'audience, et c'est uniquement le maire qui a ce pouvoir. Ce n'est pas les élus. Si jamais les élus du conseil municipal ont une volonté ou identifient un perturbateur, par exemple, dans l'Assemblée, eh bien, ils doivent en rapporter au maire qui décide lui seul de pouvoir exclure ou pas cette personne et la faire expulser. Alors, quels sont les motifs? Assez classiques. Le pouvoir de police, c'est par exemple d'entrer de personnes qui viennent revendiquer, manifester. Vous avez un exemple dans ce que je vous donne, par exemple des pancartes ou alors avec un mégaphone qui viennent perturber. C'est absolument possible de les expulser et de les faire sortir. Alors, soit par les propres moyens que peut avoir le maire et sa force de conviction, voire les élus aussi. Sinon, je suis navré, si vraiment c'est des personnes très récalcitrantes, vous n'avez pas le choix que d'appeler la police pour les faire sortir manu militari, malheureusement, si vraiment ça dépasse les bornes. Mais attention, il faut savoir que les personnes qui sont présentes n'ont pas la possibilité, on va voir encore une fois, sauf exception, d'intervenir. Elles doivent rester silencieuses pour participer à cette séance, pour participer tout de moins. Elles ne doivent pas avoir une action matérielle sur ou une interaction avec la séance. Donc elles peuvent venir, mais elles doivent rester donc silencieuses et ne pas troubler le travail des élus. C'est donc une assistance passive qui peut se faire. À noter, faites très très attention parce que si jamais il y a des commentaires, si jamais il y a une intervention de déclaration faite par des participants à la séance, du public, eh bien, la délibération qui est votée suite à une intervention d'une personne non membre forcément du conseil, eh bien, peut être entachée d'illégalité. Pour quelle raison? Parce que le juge administratif considère que cela peut avoir une incidence, une influence sur les élus et donc, peut-être par crainte, peuvent avoir, ou par également, je ne sais pas, une influence peut-être politique, eh bien, peuvent avoir tendance à être influencés et préférer changer leur vote sur la délibération. Ça peut la rendre illégale. Alors, il y a une exception à l'exception, c'est-à-dire, je vous dis, le public ne peut pas participer, sauf si le règlement intérieur, parce que vous pouvez, par délibération, réglementer les séquences du conseil municipal et prévoir qu'il peut y avoir une intervention de personnes extérieures à l'administration, c'est possible. C'est-à-dire lorsqu'on a besoin d'entendre pour une délibération quelqu'un ou la possibilité, alors ce n'est pas un débat, mais on peut se dire que, par exemple, le conseil municipal puisse faire intervenir quelqu'un présent. Il arrive très fréquemment, ça arrive plus fréquemment, où il peut arriver qu'un sachant, par exemple, soit invité au sein du... alors, il ne participe pas au vote, mais il soit invité au sein du conseil municipal. Ça peut arriver, par exemple, qu'un sachant, j'en sais rien, moi, pour des questions techniques, pour des questions juridiques, puisse exposer aux élus pour leur permettre de mieux comprendre peut-être des documents qu'ils ont eus en amont du conseil, puissent être entendus. Alors, l'idéal dans ces cas-là, je vous le dis, pour pas qu'il y ait de difficultés sur la légalité, c'est mieux si
une intervention est prévue pour quelqu'un qui est en dehors du conseil, ce qui est idéal, c'est de le prévoir dans les documents d'accompagnement, pas forcément dans la convocation elle-même de la séance, mais de prévoir la note aux élus en disant attention, ou les prévenir, vous pourrez poser vos questions à tel intervenant sur tel sujet qui est à l'ordre du jour et qui interviendra lors du conseil municipal. C'est mieux parce que justement, ça permet, de prévenir bien l'ensemble des élus et aussi d'éviter éventuellement et d'expliquer pourquoi cette personne participe ou interviendra lors du conseil municipal. Ça, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Concernant le huis clos, l'Assemblée délibérante peut se réunir à huis clos. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est le maire qui le propose, soit c'est 3 conseillers, au minimum 3 conseillers. Mais un conseiller ne peut pas exiger un huis clos. Il peut par contre, indirectement, suggérer au maire. Ça n'interdit pas qu'il puisse dire, monsieur le maire, que pensez-vous que, compte tenu des circonstances de ce dossier, eh bien, un huis clos peut être opportun. Donc, dans ce cas-là, c'est le maire qui, quand même, le fait, mais c'est sur proposition du maire ou de 3 conseillers municipaux. Si on est tout seul, le maire peut être éclairé par un conseiller municipal qui va lui dire, mais moi, que pensez-vous de, comme je viens de le dire, de nous réunir à huis clos. Alors, c'est décidé par un vote qui est public. D'accord? Donc, c'est le conseil municipal qui décide de huis clos et du huis clos et en fonction de circonstances tout à fait particulières. Encore une fois, le principe, on est quand même dans un pays démocratique où la liberté est de mise, où la transparence est de mise. Ce n'est pas l'idée des élus qui décident dans leur coin, cachés des administrés, de telle ou telle décision. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un motif légitime, important pour le huis clos. Le juge administratif exerce un contrôle sur cette décision, c'est-à-dire que si vous décidez du huis clos, tout administré, également aussi éventuellement, ça peut arriver qu'un élu de l'opposition puisse ne pas être d'accord et que la délibération soit soumise au contrôle du juge administratif sur la décision de ce huis clos. Et le juge administratif va apprécier s'il n'y a pas ce qu'on appelle une erreur grossière, une erreur manifeste d'appréciation, ou si le but, c'est pas justement d'éviter ce débat public. Donc, il faut des circonstances particulières en la matière. Par exemple, c'est un sujet où il y a un trouble à l'ordre public parce que ça manifeste au sein de la collectivité avec des pressions qui sont faites sur les élus pour éviter qu'ils puissent voter dans un sens ou dans un autre. Ça peut être également la justification. Comme je disais tout à l'heure aussi, le huis clos peut être décidé parce qu'il y a vraiment un trouble à l'ordre public, des personnes envahissent l'enceinte du conseil municipal. Non seulement on peut les exclure, mais également décider du huis clos. Donc les deux sont compatibles. Le maire peut très bien décider de faire usage de son pouvoir de police pour faire évacuer la salle et par la suite décider et proposer un huis clos pour éviter tout retour dans l'assemblée des personnes. Et on pourrait le justifier par le fait que eh bien, des personnes sont entrées et ont semé le trouble au sein du conseil municipal. Une question qui arrive régulièrement, c'est l'enregistrement des séances. Sachez que vous ne pouvez pas interdire l'enregistrement des séances qui peuvent être filmées. C'est tout à fait possible. Ça m'arrive régulièrement d'avoir eu cette question, ou aussi parfois des administrés eux-mêmes qui, par exemple, non sachant étant contre un projet, viennent me dire est-ce que je peux enregistrer les séances du conseil municipal? La réponse est oui. C'est là-dessus tout à fait possible. Et bien entendu, les conseillers municipaux, y compris de l'opposition, peuvent l'enregistrer. C'est une jurisprudence établie en la matière. Alors, bien entendu, c'est très facile aujourd'hui puisque tout un chacun a un téléphone portable. Donc, c'est vraiment, vraiment très facile. Alors, une petite réserve, c'est qu'il ne faut pas que ça perturbe
le bon ordre des travaux de l'Assemblée. Alors, généralement, tout le monde n'enregistre pas, mais j'imagine qu'on pourrait avoir l'exemple, j'en sais rien, moi, vraiment, le fait que l'ensemble du public présent qui a le droit d'enregistrer le fait d'une telle manière que les élus se sentent oppressés, eh bien, on peut imaginer que ça soit limité et limiter le nombre de personnes qui pourraient éventuellement enregistrer si, encore une fois, c'est de nature à perturber les travaux de l'Assemblée délibérante, ou qu'on voit, mais ça c'est lié à un comportement matériel, de personnes qui utiliseraient ce moyen de communication pour essayer de faire un petit peu pression dans leur comportement sur les élus. Mais l'enregistrement est tout à fait envisageable à ce titre. Donc, je ne sais pas si déjà à ce stade, vous avez quelques questions ou rencontré peut-être des éléments dans votre vie d'élu qui est sujet à question. Là-dessus, je suis prêt à vous répondre. Je n'ai pas de questions sur le fil de conversation pour le moment, Maître Leplat. D'accord. Alors ça, c'est le premier volet sur les séances du conseil municipal. Deuxième volet sur la communication des documents administratifs, qui est aussi un sujet récurrent au sein de vos collectivités. Je rappelle le principe fixé par le Code des relations entre le public et l'administration. Vous aurez de toute façon les références textuelles dans le PowerPoint que je vous transmettrai à l'issue. Il faut savoir que là aussi, c'est quand même un principe de communication des documents. Encore une fois, c'est la même idée, principe démocratique, principe de transparence. On doit, que lorsqu'on est un administré, un citoyen, pouvoir accéder aux documents administratifs. Alors, tout n'est pas communicable, on va le voir, mais c'est quand même ce principe qui prévaut en la matière. Sachez que les administrations sont tenues de publier ou de communiquer les documents qu'elles détiennent à toute personne qui en font la demande, donc à tout administré, elles doivent le communiquer. C'est le principe, il y a des exceptions, et parfois aussi, il faut vraiment faire attention à certaines exceptions, on va en parler, notamment en marché public, où soit des candidats évincés, soit des personnes peuvent essayer de vous demander des documents qui ne doivent pas être communiqués, parce qu'il y a d'autres principes qui s'appliquent, tels que le secret des affaires, dont on va parler un petit peu plus tard. Mais voilà le principe. La grande question, c'est de savoir quels sont les documents administratifs qui sont communicables. Alors, il faut bien sûr que ces documents soient communicables, qu'ils soient disponibles et qu'ils existent donc, et qu'on en fasse la demande. Il n'y a pas une communication à faire spontanée, forcément, mais dès lors qu'une personne vous en fait la demande, quand bien même elle l'aurait pas, il ne serait pas peut-être éventuellement mis en ligne, eh bien, vous devez répondre à ce principe. Alors, quels sont les documents administratifs? Alors, c'est tout document qui est produit ou reçu dans le cadre de la mission que, en tant que collectivité et en tant qu'élu, vous pouvez avoir. Alors, quels sont les exemples en la matière? Donc, tout ce qui est dossier, études, compte rendu, procès-verbaux, instructions, notes, notamment les correspondances, les avis, tout ça, toutes les décisions et les délibérations sont des documents qui peuvent être communiqués. Par exemple, vous avez décidé de présenter un document en séance publique, un document, même si c'est un document de travail, du moment qu'il est présenté en séance publique, c'est-à-dire au sein du conseil, et qu'il y a une délibération, ben, ce document devient communicable. Pourquoi? Parce qu'il a été exposé au public. Comme il a été exposé au public, eh bien, c'est tout à fait possible de le communiquer. Attention, quand bien même il fait l'objet d'une présentation, parce qu'on a de plus en plus des PowerPoint, on a de plus en plus des présentations avec des documents numériques, eh bien, vous devez le communiquer. Donc, toutes les délibérations sont communicables, et ça, vous le savez, bien entendu, mais c'est surtout aussi si vous avez des rapports ou des études que vous faites,
Par exemple, j'en sais rien, moi, est-ce que à tel endroit, vous avez fait une étude sonore pour savoir si tel ou tel équipement générait du bruit, que vous construisez je sais pas moi, une activité de salle sportive, par exemple, je dis n'importe quoi. Si, il faut voir si il y a des études sonores peut-être que vous allez faire, délibérer là-dessus, eh bien, c'est un document qui peut être communiqué parce que vous avez décidé de la création de cette salle et que vous avez fait des études sonores. Et si la personne le sait, c'est un document qui est communicable en la matière. Alors, il est communicable à partir du moment, et on va en parler, que ce n'est pas qu'un simple document de travail. Il faut quand même qu'il se rattache à une action qui est menée, et je vais l'expliquer un petit peu plus en détail. Mais tout ça, ce sont des documents qui sont communicables également. Par exemple, pour être très clair, sur ces documents administratifs, donc je vous dis, c'est un document qui doit exister, un document qui doit être achevé. Et c'est pour ça que je voulais préciser là-dessus. Si c'est un document qui est un avant-projet ou un rapport administratif qui n'a pas été remis encore, c'est-à-dire c'est un document qui est en interne encore au sein de la collectivité en vue de préparer des éléments du conseil municipal, j'en sais rien, par exemple, vous avez décidé de refaire l'organisation de la voirie ou de l'espace public, de la place publique, un nouveau plan de circulation. Si c'est un projet dont rien n'est décidé, vous n'êtes pas tenu de le communiquer parce que vous avez fait travailler vos services là-dessus. Ce n'est pas obligatoire de le communiquer en disant il se trouve que, par exemple, parce que forcément, hein, vous avez des dialogues avec des citoyens, si un citoyen vient vous dire à connaissance de ce document et dire je veux le voir, vous n'êtes pas tenu de communiquer parce que c'est un document de travail, c'est une ébauche, c'est une étude, elle est donc informelle, aucune décision n'étant prise là-dessus. Ça, c'est un document qui peut être refusé à ce sujet. Heureusement, parce que ça veut dire que sinon, tout serait communicable. Et puis, je pense que c'est une question aussi de bon sens. Quelquefois, le droit a aussi du bon sens. Si à chaque fois que vous sortez un projet qui ne plairait pas à quelqu'un, eh bien, ça peut très bien susciter dans l'opinion publique locale en disant, mais regardez ce qu'a décidé ou ce que vont décider les élus, alors que rien n'est figé. Ça peut être aussi perturber le travail. Donc, tous les documents de travail préalables aux délibérations n'ont pas à être communiqués et ne sont pas communicables. Vous pouvez le faire, mais si on vous l'exige, vous pouvez le refuser aisément. Alors, bien entendu, il y a des exceptions. Vous ne pouvez pas communiquer des documents qui porteraient atteinte à la vie privée, par exemple, d'un élu, mais aussi d'un administré si cela concerne, parfois, il y a des décisions qui sont prises qui peuvent concerner une personne en particulier. Le plus important que l'on voit de secret protégé aussi, c'est le secret des affaires en matière de marché public. Ça, c'est extrêmement sensible. Vous avez des marchés que vous passez, vous recevez des offres dans le cadre de ces marchés, vous avez donc l'offre économique de chacun des opérateurs, et bien entendu, vous avez les concurrents, notamment lorsqu'ils sont évincés, on va en reparler, eh bien, ont toujours très envie de savoir qu'est-ce que contient l'offre du voisin parce que ça leur donne des informations en la matière. Et d'ailleurs, petit exemple vraiment très pratique, alors ça s'est un petit peu calmé, mais il y avait une période où certains faisaient des référés précontractuels pour uniquement avoir l'information de qu'est-ce qu'avait fait le concurrent et essayer un petit peu comme ça de connaître la position économique et comment le prix pouvait être fabriqué par le concurrent. Donc ça, c'est quelque chose de très fréquent. Également aussi, vous n'avez pas à communiquer si par exemple vous consultez et que vous recevez des devis dans le cadre de consultation, parce que tout n'est pas fait dans une procédure formalisée en fonction des montants. Tout ça, c'est secret. Vous ne pouvez pas communiquer les devis. Il n'y a que vous-même qui devez avoir ces devis, parce que s'ils circulent, ça donne des informations également aux concurrents et ça peut même fausser aussi la concurrence parce que chacun doit pouvoir se battre à armes égales.
lorsqu'on est dans un secteur prédéterminé. Donc ça, c'est quelque chose, le secret des affaires, c'est très, 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 très souvent présent. Voilà sur ce secret qui doit être apprécié. Alors, il y a des exceptions aussi hein, sur les secrets protégés. Ça, c'est si c'est des documents qui ne permettent pas, ou on ne voit pas, ou qui ne permettent pas d'identifier la personne, c'est tout à fait possible de transmettre dès lors que ça ne permet pas de savoir qui a élaboré le document. Je m'explique, notamment en marché. Vous avez par exemple, parfois, vous ne savez pas le besoin que vous avez, vous ne savez pas bien le déterminer. Et donc, vous passez d'abord un premier marché pour connaître un peu et déterminer quel est le besoin de la collectivité. Et c'est cette base de marché qui ensuite permet de passer le marché conséquent pour la réalisation. Bien entendu, vous vous servez de ce document-là pour pouvoir élaborer l'offre, la commande finale. Et ce qui peut se produire, c'est que vous vous êtes servi de données qui sont faites dans le cas de ce premier marché, et ce qu'on appelle le sourcing. Si vous anonymisez, si on ne peut pas déterminer comment ce sourcing a été réalisé, vous pouvez vous servir de ces documents et ce n'est pas violer le secret des affaires ou le secret que le premier marché vous a donné. Bien au contraire, c'est ce qui permet de vous le déterminer. Mais attention, vous ne pourriez pas divulguer le fait que vous avez réussi à déterminer pour votre futur marché sur la base d'études en nommant l'entreprise qui vous a permis de le faire et vous a permis d'arriver à ces éléments-là pour votre futur marché. Pourquoi? Parce que si vous le faites, on peut tout à fait imaginer que les futurs concurrents puissent avoir une information et savoir qui a élaboré le projet initial vous permettant de réaliser le futur marché qui a déterminé le besoin. Et donc, ça pourrait être un élément qui pourrait amener à un petit peu fausser la concurrence. Donc ça, c'est quelque chose qui est un élément à la matière. Et puis une dernière chose aussi qui peut arriver aussi, c'est sur les données à caractère médical en fonction si jamais vous avez des éléments relatifs à la santé de la personne concernée aussi. Ça, c'est également aussi, dans l'exception, il y a l'exception, vous pourriez communiquer des documents qui ne sont pas communicables à la condition parfois, c'est-à-dire d'enlever, par exemple, au sein d'un document, il y a des choses qui sont communicables et d'autres qui ne le sont pas. Vous pouvez communiquer certains documents de manière partielle, et on va le voir, soit en enlevant la partie qui serait, par exemple, en relation avec le secret des affaires, qui pourrait poser difficulté, et communiquer des données qui, elles, le sont. Donc, il est possible d'y joindre certains ou d'occulter certains éléments. Alors faites attention parce que quand c'est numérique, parfois on peut très bien utiliser, notamment au format PDF, vous pouvez mettre oblitéré par du noir en surlignant. Mais faites attention parce que si c'est un document numérique, parfois on peut très bien en faisant du copier-coller. C'est déjà arrivé, je l'ai déjà vu. Il suffit de copier-coller en sélectionnant le texte et en réalité, on peut l'avoir. Donc, si vous devez faire ça, il y a une bonne vieille méthode très pratique. Vous imprimez, vous rayez avec les parties correspondantes ou vous mettez un papier blanc pour physiquement, vous le rescannez de manière à ce qu'on ne puisse pas, voir l'élément que vous souhaitiez effacer. Donc, faites très attention parce que ça, les documents numériques, on se dit, tiens, j'ai mis du noir avec l'ordinateur directement. Attention parce qu'on voit, des choses comme ça qui arrivent. Ça, c'est vraiment très, 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 très fréquent. Alors, comment vous pouvez ensuite communiquer ces éléments? Alors, c'est liberté de demander au demandeur comment il souhaite l'avoir. Alors, généralement, vous pouvez soit le communiquer de manière papier, on va en parler, soit aussi de manière numérique. Attention aussi dans la manière de communiquer, enfin attention, tout le moins ce qui peut arriver, c'est que des fois les documents sont très volumineux, donc il peut y avoir des difficultés en termes de volume de pièces concrètes
soit matériel. Je vous donne un exemple aussi. Si on ne peut pas vous demander, je donne un exemple, si le document fait 6000 pages et qu'il faut l'envoyer par mail et que c'est très compliqué, vous pouvez dire, moi je suis désolé, matériellement, on n'est pas équipé pour, eh bien il peut y avoir une consultation et d'imposer la consultation sur place parce que ça demande trop de travail. Et encore une fois, il y a un pragmatisme du juge. C'est-à-dire que si vous le refusez en disant non, je ne le refuse pas, mais par contre, vous venez le consulter sur place parce que c'est trop volumineux, je ne vais pas monopoliser le conseil, ou tout le moins les services de la collectivité pour réaliser l'ensemble de la reprographie. Alors, sur la reprographie, justement, vous pouvez faire une reprographie aux frais du contribuable. Alors, vous ne pouvez pas imposer. J'avais un maire qui est venu me voir et me dit, oui, voilà, moi, j'ai un administré qui me demande sans cesse des documents. Est-ce que je peux lui refuser? Alors, il ne pouvait pas lui refuser, et je dis, mais moi, je veux lui faire des frais parce que ça mobilise mon personnel. Et je lui dis, malheureusement, attention, c'est tarifé, vous ne pouvez pas lui imposer 100, 200, 300, 3000 euros. Et il disait, oui, mais ça me gêne. Je dis, malheureusement, je comprends, mais il y a un tarif réglementé. Par contre, si ça devient de l'obstruction, parce que c'est pour vous embêter, eh bien là, on pourrait imaginer un refus, mais il faudrait le justifier, c'est-à-dire de dire, par exemple, je vous le refuse parce que manifestement, c'est abusif. Et ça, c'est tout à fait possible de refuser la communication de documents également communicables lorsqu'on voit que c'est dans un but d'obstruction ou d'empêcher le travail des services municipaux. Ça peut arriver, hein, là, ils font ça pour embêter le conseil municipal ou embêter éventuellement le maire directement. Donc, les demandes abusives peuvent être refusées. Encore une fois, c'est très pragmatique comme démarche. Très pragmatique, et l'approche est très pragmatique de la part du juge. J'ai envie de dire, tout est possible du moment que c'est parfaitement justifié. Je vous donne quelques exemples de demandes abusives, donc le volume des documents, le caractère répétitif des demandes, la volonté de nuire à l'administration ou au maire en particulier. Il y a un contexte particulier de contentieux. On essaie, parce qu'un administré a un contentieux avec la mairie, qui lui donne ou pas satisfaction, eh bien, il y a des choses qui sont tout à fait possibles. Encore une fois, c'est un domaine très logique. C'est un domaine très logique et qui relève du bon sens. Voilà sur les demandes abusives, ce qui est possible. Alors maintenant, pour savoir si on doit communiquer un document. La première question qu'on se pose, et la CADA est très bien faite là-dessus, il faut être très honnête avec le travail réalisé, c'est d'abord, est-ce que le document existe? Ou est-ce qu'il peut être obtenu par un traitement d'usage courant? Si la réponse est non, pas d'obligation de produire. Si la réponse est oui, il faut savoir si vous le détenez. Si la réponse est oui, vous le communiquez. Si la réponse est non, vous avez par contre l'obligation de transmettre à l'administration susceptible d'avoir la demande. Mais ça, c'est quelque chose de très classique parce que lorsque vous avez une demande administrative et qu'elle ne vous est, c'est pas la collectivité qui est compétente, il y a une obligation de transmission auprès de la collectivité ou de l'organe éventuellement étatique compétent. Il y a une obligation de transmission au sein de l'administration. Donc ce schéma, il est établi par la CADA, il est très bien. Je me suis permis de le reprendre parce qu'il est tout à fait simple et parfaitement intelligible. Alors ensuite, s'agit-il d'un document administratif? Si ce n'est pas un document administratif, par exemple un document privé ou un document judiciaire, aucune obligation de communication, ou un document de travail, par exemple, il n'a pas à être communiqué. Ce n'est pas un document encore administratif. Si oui, est-ce que ça relève de la communication au titre du Code des relations entre l'administration? Alors, dans ce cas-là, si c'est non, la réponse est qu'il n'est pas communicable. Et si jamais c'est oui, eh bien, on appliquera les dispositions du texte et non pas celles, par exemple, du code concerné. Vous avez, par exemple, la communication, je donne l'exemple, il y a une communication spécifique pour les listes électorales. Et ça, ce n'est pas prévu par le Code des relations entre le public et l'administration. Ça relève du Code électoral. Donc, si ça ne relève pas du Code de l'administration, ça peut aussi relever d'un autre code qui vous oblige à une communication de la liste électorale. Si c'est un document qui est susceptible d'avoir fait l'objet d'une diffusion publique ou d'une production en ligne, alors de deux possibilités. Normalement, il doit être communicable. On va en donner un cas pratique. Et est-il achevé ou est-il préparatoire? S'il est achevé ou s'il est préparatoire,
s'il est inachevé, pardon, ou s'il est préparatoire, il n'a pas à être communiqué. C'est ce que j'expliquais déjà tout à l'heure. Si, par exemple, c'est un document qui a fait l'objet d'une diffusion publique, eh bien, le principe, c'est qu'il doit être communiqué, ou alors, il faut justifier, si vous ne le communiquez pas, par des raisons que j'ai expliquées plus en amont. Donc ce schéma, je vous l'ai remis parce qu'il est très important. Quelques exemples spécifiques sur la liste électorale. Il faut savoir que tout électeur peut prendre communication, obtenir la copie de la liste électorale à la condition de ne pas en faire un usage commercial. Et pour tout ce qui est documents électoraux, je vous renvoie parce que c'est vraiment très bien fait. Et puis, on a quand même un délai limité sur la CADA qui vous liste tous les documents électoraux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très sensible. En matière de commande publique, c'est ce que je vous ai dit également. Faites attention aux documents que vous communiquez aux candidats évincés. Tout ce qui est document de candidature, offre, tout ça n'a pas à être communiqué. Ça relève du secret des affaires. Donc ça, faites très attention parce que vous violez le secret des affaires et vous vous exposez à des poursuites éventuellement des candidats ayant été retenus ou voire évincés parce que vous avez violé un engagement de responsabilité. Donc ça, faites très attention. Alors sur la commande publique, on va voir, il y a un tableau notamment qui est mis très à jour, qui est très pratique, mais en résumé, c'est très simple. Peuvent être communiqués le prix du marché, d'accord, et également peut être communiqué aussi la note obtenue par le candidat, mais par exemple l'analyse des offres, on ne le communique pas. De même que le mémoire technique, on ne le communique pas. Tout ça, c'est du secret des affaires. Donc, qui a obtenu le marché, celui qui a été retenu, sa note et le montant de son offre globale. Mais par exemple, vous ne communiquez pas le DPGF. Ça, ce n'est pas possible parce que c'est le prix final qui, lui, est communicable. Donc ça, c'est très important en la matière. Et si vous avez un doute, alors bien entendu, vous pouvez dans un premier temps regarder, parce que la CADA fait des choses qui sont sur les fiches qui sont très pas mal, qui sont plutôt bien faites. Et bien entendu, si vraiment vous avez une question très précise, se rapprocher d'un conseil juridique, ça permet de voir au cas par cas. Si vous refusez la communication, un administré peut saisir la CADA à ce titre pour d'abord demander si c'est communicable. Et faites attention parce que le juge administratif peut faire, si jamais c'est un document communicable que vous refusez, sous astreinte, vous contraindre à communiquer le document concerné. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de... faites attention avec des astreintes. J'ai un exemple récent en tête où ça avait posé une difficulté. Moi, j'avais dit communiquer ce document. Ils n'ont pas voulu. L'administré a obtenu gain de cause. Et alors après, on s'est retrouvé avec des astreintes. Donc, j'ai réussi quand même à pouvoir un petit peu enrayer la machine. Mais c'était très compliqué. Donc, si c'est un document qui avait été communiqué en plus en séance publique, donc c'était un petit peu... il était communicable. Voilà, alors peut-être quelques exemples pratiques que je peux vous donner, j'en ai quelques-uns, ça va aller assez vite, à moins que vous ayez déjà des questions à ce sujet. Il n'y a toujours pas de questions sur le fil de conversation, Maître Leplat. Bon, alors peut-être c'est quelques exemples, mais vraiment très rapides. Voilà, un exemple. Monsieur le maire, je suis François, candidat aux élections législatives sur la 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Je souhaiterais que vous puissiez me communiquer la liste électorale de votre commune, le procès-verbal des résultats des précédentes élections législatives. Je vous en remercie par avance. À votre avis, que faut-il faire? Est-ce que la liste électorale est communicable? Normalement, si vous avez écouté, vous êtes capable de pouvoir répondre. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à la question ou pas. Alors, dans le fil de conversation... La liste électorale est communicable. Oui. Comment? Oui. Pardon, oui, la liste électorale est communicable. Alors, elle est communicable. Est-ce que les procès-verbaux des élections précédentes sont communicables? Je dirais que oui aussi, mais sans certitude. Alors, absolument. Les PV des résultats sont communicables. Attention cependant, quel en est le but? Si c'est pour en faire un usage commercial, exception,
on n'a pas à la communiquer. Mais généralement, la personne ne vous le dira pas. Et donc, par principe, il faut communiquer. Donc ça, c'est un premier exemple très concret. Deuxième exemple, c'est cette fois Françoise, qui est agent immobilier. Elle demande, afin de prospection pour faire connaître, se faire connaître par courrier auprès des administrés, elle souhaite obtenir la liste électorale. Est-ce qu'elle est communicable? Non. Elle n'est pas communicable parce que là, effectivement, on vous dit c'est dans un but commercial. Elle est communicable par principe, la liste, mais par contre, le motif qu'elle vous invoque rend la communication de ce document non communicable parce que c'est une prospection à des fins commerciales. Voilà, c'est assez… vous voyez comme quoi la même demande peut avoir deux résultats différents en fonction du motif. Donc, vous devez la refuser et vous devez la refuser. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas lui… maintenant que vous savez quel est le motif, là, par contre, si vous le communiqueriez, ça serait une erreur parce que vous en connaissez l'usage. D'accord? Donc, ça, c'est quand même… ça, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Autre exemple. Madame la maire, je suis François, je vis ici à X. Je vous remercie de bien vouloir communiquer la liste électorale de la commune Y. Est-ce qu'elle est communicable? Moi, je dirais non. Je dirais non parce que c'est pas la même. Pardon, allez-y. Alors, dans ce cas-là, la liste, ça reste un document communicable. Là, le problème, c'est que c'est les motifs qui ne sont pas précisés. Vous avez donc plusieurs possibilités. Communiquer la liste électorale tout en précisant qu'un usage commercial ne peut pas en faire l'objet sous peine. Il y a des sanctions, hein, c'est pas voilà, hein, il faut bien leur préciser. Ou demander des précisions. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette communication, de cette liste électorale? Moi, je préfère la deuxième solution. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas trop. Refaire un refus immédiat, peut être un peu tendancieux. Donc, il vaut mieux dire quel est le motif, pourquoi vous le demandez. Donc, les deux solutions sont valables, mais c'est vrai, une petite préférence sur la deuxième avant éventuellement de justifier un refus. Ou plutôt que de la communiquer comme ça, parce qu'une fois qu'elle est communiquée, et si c'est un usage commercial, ce n'est pas explicité, mais sait-on jamais. Autre exemple, j'accuse réception du courrier recommandé avec accusé de réception en affirmant que ma candidature a été classée en seconde position. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir le tarif proposé par l'attributaire, les notes de l'ensemble des candidats, le détail des prix, donc le DPGF, et le rapport de l'analyse des offres. Qu'est-ce qui est communicable ou pas? Les deux premiers, oui. Les deux suivants, des doutes. D'accord. Alors, bien entendu, si vous avez un doute, je vous renvoie, parce qu'elle vraiment, en marché public, c'est plutôt pas mal fait. L'offre de prix global, oui, vous pouvez le communiquer. La notation de tous les candidats, non. D'accord? Vous ne pouvez pas communiquer toutes les notes à ce sujet. Ça, c'est relativement précis. Les devis de l'attributaire, absolument pas. Donc, tout ce qui est mémoire technique ou offre en elle-même, absolument pas. La réponse est non. Donc, le détail des prix, absolument pas communicable. Et le rapport d'analyse des offres, encore moins. Ou alors, il faut tout enlever quasiment parce que vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, mettre en noir certaines dispositions, mais c'est tout à fait risqué. Moi, je vous conseille de ne pas le communiquer. Dernier exemple, je suis François et j'exerce des recherches en géographie à l'université de Pau, de l'université de Paris, pardon. Les communes disposent généralement d'un plan cadastral des années 50 au format papier. Je vous remercie de bien vouloir procéder à sa numérisation et de nous faire parvenir ce fichier à des fins de recherche. Est-ce que vous pouvez le communiquer ou pas? Oui. Alors, vous pouvez, il y a un peu des deux, c'est-à-dire que dans l'absolu, oui. Maintenant, ça risque peut-être de vous demander des recherches importantes, d'accord? Ou, sachant que c'est compliqué, vous pourriez très bien lui répondre aussi. C'est pour ça que je dis, moi, je vous déconseille, parce qu'en disant, mais je n'ai pas les moyens techniques, parce que ça demande quand même un certain travail. Mais
c'est un document qui peut être communiqué, ou alors de lui dire, par exemple, je n'ai pas les moyens techniques de numériser un tel document, je refuse tout en lui proposant éventuellement de venir voir sur place. Mais si je dis qu'on peut consulter, ça veut dire que c'est communicable. Mais souvent, quand c'est des plans comme ça, ce n'est pas toujours évident parce que vous avez des grands plans, vous n'avez pas forcément la possibilité de les numériser. Donc, sachez que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez faire. J'ai encore, je crois, un exemple ou deux, je vais terminer, à moins que vous ayez peut-être déjà des questions à ce stade. Il n'y a pas de Non. questions sur le fil de D'accord. conversation. Donc, deux derniers exemples. Je suis Gabrielle, directrice territoriale au terme d'une délégation de service public en matière d'eau potable sur le territoire de la commune de Z, qui exploitera ce service. Afin d'exercer la mission, je souhaiterais que vous puissiez me communiquer les noms et adresses de l'ensemble des habitants de votre commune. Est-ce que ce document peut être communiqué? Bon, si vous n'êtes pas inspiré. Oui, oui, parce que il y a des missions de délégation quand même. Donc, Alors, vous dites oui parce qu'il y a une délégation. Alors, moi, là, j'ai un petit problème, c'est que je ne pense pas que vous ayez la liste de toutes les adresses et de l'ensemble des personnes qui sont. Donc, peut-être que ce document, à mon avis, je ne suis pas sûr que vous ayez ça comme document. Vous avez peut-être la liste électorale, mais est-ce que vous avez tous les noms de chaque personne qui est sur le territoire? Ce n'est pas sûr. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que même si c'est parce que c'est une délégation de service public, que ce document, pour moi, je pense qu'il n'existe pas avec toute la liste des administrés. Un document unique, vous avez toutes les adresses, les coordonnées, numéro de téléphone, portable. Je ne suis pas sûr que vous ayez ça dans vos, collectivités. Donc, je voudrais dire, moi, je lui dirais qu'elle se rapproche plutôt de la communauté de communes qui dispose en tant que délégataire des données des abonnés transmises par l'ancien délégataire, parce qu'à mon avis, je ne pense pas que vous ayez ce document-là, et plutôt de se rapprocher de l'ancien délégataire. Et dernier exemple, dois-je communiquer l'analyse budgétaire que j'ai présentée lors du conseil municipal? Je dirais que oui, vu qu'il a été présenté en conseil, c'est public. Absolument. Il est présenté en conseil, donc il doit être communiqué. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, j'ai peut-être été un petit peu long, mais peut-être avez-vous un petit moment d'échange en la matière. Alors, vu qu'on va passer au moment d'échange, je vais arrêter l'enregistrement, Maître Leplat. Pas de problème.